Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du Z6 II. Donc, je me suis procuré cette caméra récemment et donc je vous ai préparé ce petit review. Donc, avant de débuter, je vais vous expliquer un peu les raisons pour lesquelles je suis allé vers le Z6 II. Donc, en fait, j'avais mon D500 avec lequel je filmais mes vidéos qui a rendu l'âme. Donc, le miroir a complètement arrêté de fonctionner. Et bon, comme il avait beaucoup d'âge, beaucoup de clics, et donc j'ai décidé finalement de ne pas le réparer, de ne pas l'envoyer chez Nikon. Et donc, à ce moment-là, je filme maintenant avec mon D810. Et ben, j'avais besoin d'un nouveau boîtier. Et donc, j'ai tergiversé beaucoup. J'ai finalement pris une décision et je suis allé vers le Z6 II. Pourquoi le Z6 II? En fait, j'ai regardé beaucoup la version 1 de ce boîtier. Et en fait, parce qu'il y avait quand même un bon rabais au niveau monétaire, c'était assez intéressant d'aller chercher la première version. Et ben, finalement, il y avait quand même quelques petits features qui faisaient en sorte que j'ai tendu vers la deuxième version du Z6. Et principalement aussi parce que, sur le Z6 II, on a deux entrées pour des cartes. Et sur le Z6 I, il n'y avait seulement que des cartes XQD ou des cartes CF Express. Et à ce moment-là, moi, j'ai juste des cartes SD ou des cartes Compact Flash. Et donc, ça nécessitait l'achat de nouvelles cartes. Et ben, sur le Z6 II, on a également une entrée pour des cartes SD. Et donc, la différence de prix entre la version 1 et la version 2 serait venue être comblée par l'achat de nouvelles cartes et d'un nouveau lecteur de cartes. Et donc à ce moment-là, l'option du prix était plus ou moins intéressante. Et finalement, il y a quand même beaucoup de petits features. Les performances, selon Nikon, sont grandement améliorées au niveau de l'autofocus, entre autres, sur le Z6 II. Et donc, c'est pour ça que je suis allé vers... Parce qu'en fait, dans le boîtier, au niveau du capteur, c'est exactement la même chose sur la version 1 que la version 2. Et voilà, donc il y avait quand même beaucoup de features qui étaient assez intéressants sur la deuxième version. Pourquoi je suis pas allé vers le Z7? En fait, j'ai pas besoin d'avoir autant de résolution. Je cherchais une rafale un petit peu plus rapide. Sur le Z7, c'était un petit peu moins rapide. Et surtout, justement, j'avais pas besoin de tous ces mégapixels. Sur le Z6, on a 24 mégapixels. Et donc, c'est amplement suffisant pour ce que je fais. Une autre petite raison pour laquelle je suis allé vers le sans miroir, la précision de l'autofocus. Donc, je vous ai parlé dans quelques vidéos auparavant. Vous avez vu que j'ai acquis en fait le 105 mm 1.4 de Sigma. Et avec mon D810, c'est pas un autofocus qui est hyper performant sur ce boîtier et sur le D810. Et donc, je cherchais de quoi d'un peu plus précis. Et avec la mise au point, donc il n'y a plus de problème de fine-tune l'autofocus. Puis on s'entend que la profondeur de champ est assez mince lorsqu'on photographie à f 1.4. Et donc, c'est une des raisons également pourquoi je suis allé vers le sans miroir au lieu d'aller me chercher un autre réflexe. Également, le mode silencieux. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais essayer, que je voulais probablement mettre en pratique lorsque je fais de l'affût, entre autres. Donc, c'est un feature qui m'a vraiment fait tendre vers un sans miroir plutôt qu'un réflexe. Et c'est quand même assez impressionnant à quel point le boîtier est silencieux. Donc, ce que j'ai fait, je suis parti 4 jours faire de la photographie animalière. Donc, c'est principalement pour ça que j'ai acheté ce boîtier. Quoique je vais m'en servir également pour la photographie de paysage. Mais bref, je suis parti 4 jours aller photographier des animaux, des chouettes, des hiboux, des oiseaux, des mammifères. Donc, je vous ai concocté en fait un petit review. En fait, je dirais pas que c'est un review officiel parce qu'en fait, j'ai pas amené le boîtier, le Z6, pour le Z6 II pour le tester. Je l'ai vraiment amené comme si c'était mon boîtier principal, en fait. Donc, je suis parti avec mon D4S et mon Z6. Et donc, ça m'a quand même permis également de comparer avec le D4S pour la photographie animalière, le D4S que j'utilise principalement pour ça. Et donc, ça m'a donné une bonne image de référence également. Donc, mais je suis vraiment pas parti, j'ai pas testé à fond le boîtier, mais je l'ai assez utilisé pour être capable de vous donner mes impressions dessus. J'ai pris dans ces 4 jours-là environ 4300 photos. Et donc, ça fait quand même pas mal de photos. J'ai pu tester quand même le boîtier, je crois, dans l'utilisation en fait que moi je vais en faire. Et donc, j'espère que ces petits conseils-là vont peut-être vous guider vers l'achat ou non de ce boîtier-là pour voir si ça correspond à vos besoins.
Donc, je vous ai dit, j'ai pris environ 4300 photos. Sur le Z6, donc j'avais mis des cartes 64 GB. Et donc, sur une carte 64 GB, on peut rentrer environ 2300 photos en RAW. Donc, j'ai mis les RAW en 14 bits compressés sans perte. Et donc, environ 2300 photos rentrent sur une carte. Donc, chaque RAW fait autour de 27 MB. La première chose qui m'a quand même marqué, j'avais beaucoup entendu parler des 100 miroirs, et c'est la durée de vie des batteries. Donc ici, on a les batteries EN-EL15C. Et donc moi, ce que j'utilisais sur mes autres boîtiers, c'était la série pas C, donc EN-EL15 tout simplement. Et donc avec la première version des batteries, j'ai pu faire, j'ai photographié autour de 0 degré. Il n'a pas fait très très froid ni très chaud durant mes prises de vue. Et donc, avec la version 15 seulement des batteries, j'ai photographié pour environ 300-350 photos avec quand même du clip vidéo à l'intérieur. Donc, c'est pas mal la durée de vie avec les vieilles batteries. Avec la version C, j'ai photographié environ 1300-1400 photos et la batterie n'était pas encore vide. Il me restait encore 2 coches de batterie. Donc, je dirais que c'est un no-brainer. Les batteries 15C font très bien le travail. Ça dure très bien, très longtemps. Reste à voir avec le froid, mais je pense pas que ça va être pire qu'avec un DSLR, au contraire. C'est le premier boîtier sans miroir que j'utilisais. Donc, il y a beaucoup de features du sans miroir que je trouve super intéressant. C'est vraiment un nouveau monde pour moi. Je vous dirais que je suis peut-être un petit peu en retard, effectivement. Avec Nikon, on n'avait pas eu tant de choix que ça au niveau des boîtiers sans miroir. Et donc, je vais vous faire une petite liste un peu de ce que je trouve super intéressant du sans miroir par rapport au DSLR. Notamment le Image Review dans le viseur. Donc, quand il fait très très clair, fait soleil, on peut regarder l'image qu'on vient de prendre à travers le viseur électronique. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc, ça permet justement de ne pas avoir de flare, de ne pas avoir l'écran le soleil qui tape dans l'écran tout simplement. Et donc, ça permet vraiment de bien voir la netteté de notre image. Donc, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Également, de pouvoir zoomer lorsqu'on fait la mise au point en manuel. Donc, j'ai pris des photographies d'orignal, en fait, et dans la neige et tout ça, puis je me faufilais au travers des arbres et tout ça, pour juste avoir une petite portion de l'orignal cachée dans l'ensemble de la neige. Et avec la mise au point manuelle, c'était extrêmement difficile avec un DSLR. Et là, à ce moment-là, on peut zoomer même dans le viseur électronique. Et donc, pour faire la mise au point manuelle, c'est vraiment un charme. J'ai vraiment capoté sur cette feature-là. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une mise au point qui est pile poil dessus. Et ensuite, de vraiment cadrer comme on veut au travers lorsque la mise au point est vraiment difficile à faire. Donc, la mise au point manuelle, avec ce boîtier-là, c'est vraiment top-notch. Ensuite, on peut également filmer dans le viseur. Donc, en fait, on n'a plus besoin de regarder l'écran derrière. On peut tout simplement utiliser le viseur pour filmer et ça permet d'être beaucoup plus stable de par la position qu'on a. Donc, on peut se cambrer comme on fait lorsqu'on prend des photographies pour être stable. Et donc, à ce moment-là, on peut filmer avec ça. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a beaucoup de fois où j'étais avec mes réflexes et j'aurais aimé ça, avoir ce feature-là, de pouvoir filmer sans avoir à tenir le boîtier un peu à bout de bras. Et avec ça, ça permet vraiment d'être plus stable, super intéressant. Parlant de stabilité, en fait, la stabilisation qui est directement dans le boîtier, donc le IBIS est assez performant. J'ai pas pu vraiment tester à fond ça, mais je l'ai essayé entre autres avec mon 105 mm et ça fait vraiment en sorte que je peux descendre à des vitesses qui sont vraiment lentes avec le boîtier pour aller chercher des images assez nettes. En plus, il y a une stabilisation sur un axe, en fait, qui se rajoute aux objectifs qui sont déjà stabilisés de Nikon, comme mon 400 mm que j'ai utilisé. Et j'ai pu vraiment descendre à des vitesses que normalement, je ne vais pas. Là. Je suis allé à 1,80, 1 centième de seconde à main levée avec mon 400 mm et tout était super net. Donc, c'est vraiment de quoi de super. C'est quelque chose que ça fait longtemps que j'aurais aimé ça, voir ça chez les boîtiers réflexes. Et là, il a fallu aller vers le sans miroir pour pouvoir avoir cette fonctionnalité.
Également, ce que j'ai assez aimé dans le viseur, donc on peut modifier ce qu'on voit en fait autour de notre image et j'ai vraiment aimé voir l'exposition, donc l'histogramme directement dans le viseur et de voir le rendu exact de notre image à travers le viseur. Donc ça permet vraiment d'éviter d'avoir des surprises, d'éviter de surexposer nos images. Et également, je suis allé shooter un petit hibou, un petit duc maculé et vraiment à la tombée de la nuit. Et ben là, je pouvais voir dans le viseur ce que j'étais pas capable de voir à l'œil nu. Et donc ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que bon, je regardais l'arbre dans lequel le petit duc était et je ne voyais rien. Et lorsque je regardais à travers l'appareil, j'étais capable de voir le petit duc. Donc j'ai vraiment trouvé ce feature-là super intéressant, spécialement justement lorsqu'on est en basse lumière. L'autofocus, la précision de l'autofocus, le fait de ne plus avoir de back ou de front focus, d'avoir ce souci-là, vraiment, quand on travaille avec des très grandes ouvertures, comme à 2.8 ou à f1.4, vraiment, juste pour ce feature-là, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher un sans miroir. J'ai vraiment adoré le fait de ne pas avoir à me soucier de ça. Vraiment un gros plus. Petit feature intéressant aussi, j'en ai parlé, le déclenchement silencieux qui va être super intéressant. Je ne m'en suis pas servi durant mon périple. J'ai pas eu cette nécessité, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer sur le terrain. Et également, on peut monter le temps d'exposition avec le Z6 II jusqu'à 900 secondes lorsqu'on fait des pauses longues. Donc, ça va être super intéressant. J'ai pas pu encore vraiment tester la chose. Bon, en photo animalière, c'est pas vraiment le cas. On n'utilisera pas des vitesses comme ça. Mais quand même, pour le paysage, la photo de nuit, j'ai vraiment hâte d'aller chercher. J'aurais plus besoin de mettre des timers, tout simplement. Je vais pouvoir régler le temps exact sur la caméra. Donc, mes impressions sur le boîtier. Donc, en fait, bien évidemment, je suis allé chercher l'adaptateur FTZ de Nikon, comme c'est ici, pour mettre sur le boîtier et pour être capable de monter mes objectifs qui sont en monture F, bien évidemment, parce que bon, j'ai pas racheté d'objectifs qui sont en monture Z, donc j'ai pas vu. C'est difficile de juger parce qu'on n'a pas le même boîtier derrière, mais je crois pas qu'il y ait vraiment de perte au niveau de l'autofocus, au niveau de la rapidité en tant que telle. Je pense que c'est vraiment plus au niveau du boîtier là, que ça va faire une différence, mais je pense pas qu'un objectif va être plus lent étant donné qu'on utilise cet adaptateur-là. Parlant d'autofocus, donc c'est quand même toute une adaptation. Il faut faire attention parce que, tu sais, moi, je pense que, tu sais, avant de maîtriser un équipement, ça prend quand même du temps. Et là, c'est vraiment tout un monde nouveau, en fait, pour moi. Donc, c'est sûr que les impressions que je vous donne là, probablement que dans un an, lorsque je vais vraiment maîtriser l'appareil, que je vais m'être habitué parce que c'est pas du tout la même chose à regarder dans un viseur électronique ou regarder dans le viseur d'un réflexe, c'est vraiment pas la même chose. Je pense que ça, c'est un gros clash. Donc, dans un an, je vais peut-être être plus en mesure de vous donner une impression plus réelle de tout ça, parce que là, c'est vraiment nouveau. Mais quand même, j'ai trouvé quand même quelques trucs un peu weird, notamment, tu sais, avec un réflexe, quand on utilise la rafale, en fait, on voit sa saccade, ça devient noir étant donné que le miroir lève et descend. Avec ça ici, en fait, on a deux options. Soit ça peut faire la même chose, donc avoir un blackout entre chacun des frames, ou, dans le fond, je vais vous faire une autre vidéo également où je vais vraiment passer en revue toutes les options que j'ai activées ou désactivées dans les menus. Donc, ça va venir dans les prochaines semaines. Et donc, il y a une option où on peut voir, en fait, au lieu de voir un noir, en fait, on voit l'image grosso modo, qu'on vient de prendre. Et donc, de suivre un peu de manière saccadée, comme c'est ici un animal, surtout un oiseau en vol, c'est assez étrange au début. On s'habitue, là. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais quand même, c'est un peu weird là, à suivre. Je pense que ça va prendre une bonne adaptation à ce niveau-là. Mais quand même, je trouve ça intéressant de ne plus avoir un blackout pour vraiment suivre un animal qui bouge. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? C'est sûr que moi, je suis toujours habitué d'avoir un black, là, hein, donc de voir le miroir levé. Donc, pour l'instant, c'est sûr que je suis vraiment habitué à ça. Mais éventuellement, je pense que je vais aimer pas mal ce feature-là. Les collimateurs, donc j'ai pas testé toutes les... j'ai testé une fois, en fait, le eye focus pour les animaux. Ça n'a pas marché du tout. Des reviews que j'ai vues sur le Z6, en fait, sur Internet, ne parlaient que de ça, l'eye focus, puis tout ça, blablabla.
Moi, j'ai toujours travaillé avec un seul collimateur, la grande majorité du temps en photographie animalière. Je cherche pas à avoir des automatismes dans mon boîtier, donc c'est pas quelque chose qui m'excite beaucoup de la mise au point automatique sur l'œil de l'animal. Nanana. J'ai jamais eu besoin de ça pour faire mes photographies. Vous allez voir, je vais vous montrer quand même quelques exemples et tout ça. Mais bref, j'ai quand même de la misère à comprendre pourquoi on jugerait un boîtier sur ses modes automatiques. Ça reste quand même qu'on est photographe, on est censé être capable de se servir d'un appareil photo sans avoir à le mettre en mode automatique. Donc bref, j'ai travaillé principalement avec un seul collimateur. J'ai personnellement trouvé que ce collimateur-là dans l'écran était assez gros. Donc c'est des fois difficile. J'ai photographié quelques oiseaux assez près et bon, la mise au point, là, si elle est faite sur le bout du nez ou le dedans de l'œil, juste cette petite distance-là, on parle ici de millimètres, ça fait une différence au niveau de la mise au point parce que la profondeur de champ est tellement petite. Et comme on est en basse lumière, dans un arbre et tout ça, et donc j'ai trouvé que le collimateur était assez gros et surtout quand justement on cherche des mises au point très précises comme ça, j'ai trouvé quand même que ça avait un petit désavantage. C'était pas hyper précis. C'était pas la fin du monde non plus. J'ai réussi à faire des très belles images quand même. Mais bref, je pense que si c'était possible d'avoir le collimateur mais plus petit, plus précis de manière, je pense que ça serait assez intéressant. Également, lorsque les sujets sont loin, donc je photographie des bouts des marais, donc très loin, et lorsque le sujet est petit et un collimateur qui est gros, des fois c'est un peu plus difficile, là, on dirait, à la mise au point, là, à venir vraiment accrocher sur le bon sujet et non sur l'arrière-plan ou l'avant-plan devant. Donc à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était un petit peu moins performant, quoique ça marchait quand même assez bien. J'ai pas perdu la mise au point des tonnes de fois, mais quand même, je pense que on pouvait avoir un petit collimateur un petit peu plus petit, que la mise au point se fasse de manière plus concentrée sur un endroit. Je pense que ça serait vraiment top. J'ai vraiment trouvé que lorsqu'on perd la mise au point, lorsqu'on a vraiment perdu la mise au point, tout est flou dans le viseur. J'ai vraiment trouvé que c'était long et pénible avant d'être capable de revenir sur le sujet. Je vais faire quelques tests quand même au niveau de la rapidité comparé, mettons le DK-test sur mon 400 mm, le temps qu'il prend avant de faire la mise au point au complet, toute la plage de mise au point, et comparé avec les Z6, mais j'ai vraiment trouvé que c'était long et pénible. Une fois qu'on perd la mise au point, il y avait vraiment beaucoup de misère à retrouver la zone de mise au point. Il fallait souvent que je bascule, que je tourne ma roulette de mise au point en manuel et ensuite pour lui donner une indication pour ensuite repartir. Donc ça, ça m'a quand même fait suer un petit peu. Il y a quand même, je n'ai pas vraiment trouvé que c'était top à ce niveau-là. J'ai pas approfondi non plus le boîtier. Il y a peut-être des petits réglages et tout ça là, qui sont à revérifier. Mais bref, j'ai quand même trouvé que c'était assez pénible. Au niveau de la gamme dynamique et de la montée en ISO, je peux pas vraiment trop vous en dire là-dessus parce que j'ai pas eu des conditions extrêmement difficiles. Et donc, j'ai pas pu vraiment tester ces aspects-là de manière très approfondie. Cependant, j'ai filmé un petit peu, là, j'ai filmé un petit duc qui était dans son trou, en fait. Donc, je suis arrivé très, un peu plus tôt avant le coucher de soleil, puis faire quelques photos et tout ça. Et ensuite, le petit duc est sorti à la lueur d'un lampadaire. Donc, j'ai shooté ma vidéo à 1/30 de seconde, f4, si je me rappelle bien, ou ouais, f4. Et étant donné que j'avais le 400 mm et le 1.4, et à 16 000 ISO, et c'était vraiment clean. C'était assez impressionnant. Donc, pour la vidéo, à date, c'est vraiment top. Pour la photo, ça sera vraiment à retester. Mais pour de ce que j'ai vu pour l'instant, ça avait l'air vraiment super intéressant. Au niveau de la rafale, amplement pour ce que je fais, 12 images par seconde en RAW, lossless compressed, donc compressé sans perte. 14 bits, donc c'est amplement. Je suis habitué à mon DK-test, c'est 11 images, donc c'est amplement pour ce que je veux faire. On peut aller chercher un peu plus de rafale si on choisit des features, donc si on compresse, si on est en 12 bits et tout ça. Je suis pas prêt à faire ces sacrifices-là au niveau de la qualité d'image, au niveau de la gamme dynamique et tout ça, pour aller chercher 2 ou 3 images par seconde. Là, je trouve ça pas très pertinent.
Mais donc, la rafale, amplement suffisant. C'est vraiment c'est parfait pour ce que moi, je fais. Là où le bas blesse, en fait, pour le Z6 II, et c'est un peu ce que j'appréhendais, c'est vraiment au niveau de son ergonomie. Donc, vous voyez, c'est un boîtier qui est relativement petit. On a perdu ici à l'arrière toute la série de boutons parce que, bon, je vais le comparer surtout, mettons, par rapport à mettons, mon 810 ou ce genre de boîtier. Et donc, on a perdu toute la série de boutons qui étaient ici à gauche. Et on a perdu également le bouton au niveau de la mise au point ici. On a 2 boutons de fonction comme on avait déjà auparavant. Et donc, l'ensemble du boîtier est plus petit. Les boutons ici sont plus rapprochés. Et donc, ce qui fait quand même en sorte que lorsqu'on porte des gants, par exemple, ça devient vraiment complexe. Là, j'avais des petits gants, il fait autour de 0 degré, et je trouvais quand même que c'était déjà assez complexe, plus que quand j'étais à main nue. Et donc, j'ai pas hâte d'essayer ça lorsqu'il va faire moins 25 avec mes gros gants dans mes grosses mitaines. J'ai vraiment l'impression que ça va être difficile. Donc, j'aurais aimé ça avoir un boîtier de taille normale et de pouvoir vraiment avoir des boutons un peu... d'avoir un écran un peu plus petit, d'avoir un boîtier un peu plus grand. Moi, c'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé. En fait, c'est même quelque chose que j'aurais pu souhaiter. Donc là, on a joué plus sur la manière un peu plus compacte de la chose. Et c'est pas nécessairement pour le mieux. Les molettes, entre autres, la molette ici à l'avant qui est vraiment avant, on avait des grosses dents, c'était facile avec des gants. Ici, on a une petite molette, pas super pratique. La molette, j'avais vraiment de la misère des fois à la trouver et à faire en sorte de la tourner. C'est pas top. C'est vraiment, là, je comprends, tu sais, à main nue comme ça, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Une fois qu'on va mettre des gants, ça va devenir vraiment plus complexe. Et c'est pas tant hot. Donc moi, ce que j'ai fait, étant donné qu'on n'avait plus le bouton ici pour changer entre les modes de mise au point en AFS, AFC et focus manuel, je suis assigné ici sur les petits boutons fonction ici qui sont à l'avant. Et je vais vous avouer bien franchement là, que c'est vraiment une douleur accéder à ces boutons-là qui sont difficilement accessibles. Ils sont collés sur la baïonnette aussi, donc l'objectif est directement à côté. Il aurait pu les mettre là, juste un petit peu plus loin. Et donc, quand on veut les toucher, très difficile. Et quand on veut pas les toucher, on les accroche tout le temps. Je suis passé souvent en mode... j'avais mis la photographie silencieuse ici. Et je l'ai accroché vraiment souvent. Étant donné que la poignée ici en avant est un petit peu plus petite aussi. Je comprends un peu, on gagne de manière compacte, on gagne en taille et tout ça, mais vraiment pas pratique à ce niveau-là. On peut assigner une panoplie de choses. J'aime mieux les mettre dans les menus que je vais voir dans le live view parce que sinon je suis tout le temps en train de les accrocher. Le bracketing, la même chose, tout le temps en train d'accrocher ça. Quand je l'avais mis là-dessus, vraiment pas top. Puis les modes d'autofocus, je veux dire, c'est quand même important à les avoir rapides d'accès. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas un bouton dédié. Je pense que ça valait la peine à l'époque d'avoir sur les réflexes, d'avoir un bouton dédié à ça. J'aurais vraiment aimé ça en avoir un sur le Z6 II. Je pense que ce qui m'a déplu le plus sur le Z6 II également, c'est la prise en main. Donc en fait, le boîtier, par rapport à un 810 est environ 1 cm de plus court. Donc oui, c'est plus compact, ça se range mieux dans un sac, mais ça fait quand même en sorte que quand moi je le prends en main, j'ai toujours un doigt ici qui est dans le vide. Et ça peut avoir l'air banal, mais j'ai shooté vraiment des heures avec ce boîtier-là, plusieurs heures consécutives, et à la fin de la journée, j'avais vraiment mal à la main, étant donné que j'avais vraiment pas une position qui était adéquate. Donc, ce qui m'amène quand même à dire que ce boîtier-là, pour moi, qui a des mains relativement grosses, je sais pas, j'ai pas des énormes mains non plus, mais quand même, ça va faire en sorte que je vais devoir aller chercher le battery grip. Ceci dit, le fait d'avoir le Z6 II me permet d'aller chercher la nouvelle batterie grip, en fait, qui est fait pour ce modèle-là. Et Nikon ont décidé de retourner à leur bonne vieille batterie grip.
c'est-à-dire avec un déclencheur qui va permettre vraiment de déclencher à la verticale le battery grip qui avait sorti pour le Z6-1. Et donc, il y avait pas de, la batterie grip n'avait pas de déclencheur dessus, il n'y avait pas de roulette, il n'y avait pas de molette, rien. Donc, c'était pas mal inutile. Et donc, au moins, le Z6-2 va pouvoir bénéficier de cette nouvelle batterie grip-là. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, mais présentement, je suis vraiment pas confortable à photographier avec ça pendant de longues heures. Et ben, il va falloir, j'ai comme pas vraiment le choix, je vais aller chercher la batterie grip pour que ce soit vraiment confortable. Un autre petit truc pas qui me frappe, là, mais quand même qui est une adaptation pour moi, c'est que vraiment le capteur est super proche et super accessible ici. J'aurais aimé ça, tu sais, qu'il y ait juste, bon, c'est peut-être le propre des sans miroirs, là, je suis pas habitué à ça. Mais j'aurais aimé ça quand même qu'il y ait, je sais pas, le rideau fermé en avant quand on manipule ou d'avoir une protection, je sais pas, parce que moi, bon, je change des fois d'objectif lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, dans des conditions vraiment pas évidentes. Et d'avoir le capteur qui est nu comme ça à tout ce qui peut arriver, je suis pas super à l'aise de ça. Donc, ça, c'est vraiment une adaptation qu'il va falloir que je m'habitue. Mais quand même, là, c'est de quoi d'un peu étrange à première vue. Et voilà, donc c'est ce qui fait le tour pour ce que j'avais à vous parler du Z6 II. Est-ce que j'ai aimé mon expérience? Bien entendu, en plus j'ai rencontré des beaux animaux pour vous montrer tout ça. Et donc, je vais vous faire une petite vidéo, comme je disais, sur les menus, les réglages que j'ai appliqués à l'intérieur du boîtier. Ça va venir dans les prochaines semaines. C'est le temps des fêtes, donc si jamais vous voulez offrir un cadeau, vous voulez offrir une impression, des cartes de vœux, j'ai tout ça en vente sur mon site. En même temps, ça me permet de pouvoir continuer à travailler comme photographe et à alimenter ma chaîne YouTube. J'ai également un Patreon. Vous pouvez aller voir, il y a une foule de contenu sur ma page Patreon sur la photographie animalière et la photographie de paysage. Et c'est pas très cher, seulement 10$ par mois. Le lien va être dans la description. Donc, je vous laisse sur ces images que j'ai prises avec le Z6 II. Je vais mettre toutes les informations, les exifs et l'objectif qui était utilisé dans le bas de ces images-là. Et nous, ben, on se voit à la prochaine. Ciao!